Le diable au corps de Raymond Radiguet. Partie 4. Le froid d'une aube de juillet me réveilla. Je rentrais transi chez nous. La maison était grande ouverte. Dans l'antichambre, mon père me reçut avec dureté. Ma mère avait été un peu malade. On avait envoyé la femme de chambre me réveiller pour que j'allasse chercher le docteur. Mon absence était donc officielle. Je supportais la scène en admirant la délicatesse instinctive du bon juge qui, entre 1000 actions d'aspect blâmable, choisit la seule innocente pour permettre au criminel de se justifier. Je ne me justifiais d'ailleurs pas. C'était trop difficile. Je laissais croire à mon père que je rentrais de J. Et lorsqu'il m'interdit de sortir après le dîner, je le remerciais, à part moi, d'être encore mon complice et de me fournir une excuse pour ne plus traîner seule dehors. J'attendais le facteur. C'était ma vie. J'étais incapable du moindre effort pour oublier. Marthe m'avait donné un coupe-papier, exigeant que je ne m'en servisse que pour ouvrir ses lettres. Pouvais-je m'en servir ? J'avais trop de hâte. Je déchirais les enveloppes. Chaque fois, honteux, je me promettais de garder la lettre un quart d'heure, intacte. J'espérais, par cette méthode, pouvoir à la longue reprendre de l'empire sur moi-même, garder les lettres fermées dans ma poche. Je remettais toujours ce régime au lendemain. Un jour, impatienté par ma faiblesse et dans un mouvement de rage, je déchirai une lettre sans la lire. Dès que les morceaux de papier eurent jonché le jardin, je me précipitai, à quatre pattes. La lettre contenait une photographie de Marthe. Moi, si superstitieux et qui interprétait les faits les plus minces dans un sens tragique, j'avais déchiré ce visage. J'y vis un avertissement du ciel. Mes transes ne se calmèrent qu'après avoir passé 4 heures à recoller la lettre et le portrait. Jamais je n'avais fourni un tel effort. La crainte qu'il arrivât malheur à Marthe me soutint pendant ce travail absurde qui me brouillait les yeux et les nerfs. Un spécialiste avait recommandé les bains de mer à Marthe. Tout en m'accusant de méchanceté, je les lui défendis, ne voulant pas que d'autres que moi puissent voir son corps. Du reste, puisque de toute manière Marthe devait passer un mois à Granville, je me félicitais de la présence de Jacques. Je me rappelais sa photographie en blanc que Marthe m'avait montrée le jour des meubles. Rien ne me faisait plus peur que les jeunes hommes sur la plage. D'avance, je les jugeais plus beaux, plus forts, plus élégants que moi. Son mari la protégerait contre eux. À certaines minutes de tendresse, comme un ivrogne qui embrasse tout le monde, je rêvassais d'écrire à Jacques, de lui avouer que j'étais l'amant de Marthe et, m'autorisant de ce titre, de la lui recommander. Parfois, j'enviais Marthe, adorée par Jacques et par moi. Ne devions-nous pas chercher ensemble à faire son bonheur ? Dans ces crises, je me sentais amant complaisant. J'eusse voulu connaître Jacques, lui expliquer les choses et pourquoi nous ne devions pas être jaloux l'un de l'autre. Puis tout à coup, la haine redressait cette pente douce. Dans chaque lettre, Marthe me demandait d'aller chez elle. Son insistance me rappelait celle d'une de mes tantes fort dévote, me reprochant de ne jamais aller sur la tombe de ma grand-mère. Je n'ai pas l'instinct du pèlerinage. Ces devoirs ennuyeux localisent la mort, l'amour. Ne peut-on penser à une morte ou à sa maîtresse absente ailleurs qu'en un cimetière ou dans certaines chambres ? Je n'essayais pas de l'expliquer à Marthe et lui racontais que je me rendais chez elle. De même à ma tante que j'étais allée au cimetière. Pourtant je devais aller chez Marthe, mais dans de singulières circonstances.
Je rencontrai un jour sur le réseau cette jeune fille suédoise à laquelle ses correspondants défendaient de voir Marthe. Mon isolement me fit prendre goût aux enfantillages de cette petite personne. Je lui proposai de venir goûter à J, en cachette, le lendemain. Je lui cachai l'absence de Marthe, pour qu'elle ne s'effarouchât pas, et ajoutai même combien elle serait heureuse de la revoir. J'affirme que je ne savais au juste ce que je comptais faire. J'agissais comme ces enfants, qui, liant connaissance, cherchent à s'étonner entre eux. Je ne résistais pas à voir surprise ou colère sur la figure d'ange de Svea, quand je serai tenue de lui apprendre l'absence de Marthe. Oui, c'était sans doute ce plaisir puéril d'étonner, parce que je ne trouvais rien à lui dire de surprenant, tandis qu'elle bénéficiait d'une sorte d'exotisme et me surprenait à chaque phrase. Rien de plus délicieux que cette soudaine intimité entre personnes qui se comprennent mal. Elle portait au cou une petite croix d'or émaillée de bleu qui pendait sur une robe assez laide que je réinventais à mon goût. Une véritable poupée vivante. Je sentais croître mon désir de renouveler ce tête-à-tête ailleurs qu'en un wagon. Ce qui gâtait un peu son air de couventine, c'était l'allure d'une élève de l'école Pigier, où d'ailleurs elle étudiait 1 heure par jour, sans grand profit, le français et la machine à écrire. Elle me montra ses devoirs dactylographiés. Chaque lettre était une faute, corrigée en marge par le professeur. Elle sortit d'un sac à main affreux, évidemment son couvre, un étui à cigarette orné d'une couronne comtale. Elle m'offrit une cigarette. Elle ne fumait pas, mais portait toujours cet étui, parce que ses amis fumaient. Elle me parlait de coutumes suédoises que je feignais de connaître. Nuit de la Saint-Jean, confiture de myrtille. Ensuite, elle tira de son sac une photographie de sa sœur jumelle, envoyée de Suède la veille, à cheval, toute nue, avec sur la tête un chapeau haut de forme de leur grand-père. Je devins écarlate. Sa sœur lui ressemblait tellement que je la soupçonnais de rire de moi et de montrer sa propre image. Je me mordais les lèvres pour calmer leur envie d'embrasser cette espiègle naïve. Je dus avoir une expression bien bestiale, car je la vis peureuse, cherchant des yeux le signal d'alarme. Le lendemain, elle arriva chez Marthe à 4 heures. Je lui dis que Marthe était à Paris, mais rentrerait vite. J'ajoutais « Il m'a défendu de vous laisser partir avant son retour. » Je comptais ne lui avouer mon stratagème que trop tard. Heureusement, elle était gourmande. Ma gourmandise à moi prenait une forme inédite. Je n'avais aucune faim pour la tarte, la glace à la framboise, mais souhaitais être tarte et glace, dont elle approcha la bouche. Je faisais avec la mienne des grimaces involontaires. Ce n'est pas par vice que je convoitais Svea, mais par gourmandise. Ses joues m'eussent suffi, à défaut de ses lèvres. Je parlais en prononçant chaque syllabe pour qu'elle comprît bien. Excitée par cette amusante dînette, je m'énervais, moi toujours silencieux, de ne pouvoir parler vite. J'éprouvais un besoin de bavardage, de confidences enfantines. J'approchais mon oreille de sa bouche, je buvais ses petites paroles. Je l'avais contrainte à prendre une liqueur. Après, j'eus pitié d'elle comme d'un oiseau qu'on grise. J'espérais que sa griserie servirait mes desseins, car peu m'importait qu'elle me donnât ses lèvres de bon cœur ou non. Je pensais à l'inconvenance de cette scène chez Marthe, mais, me répétais-je, en somme, je ne retire rien à notre amour. Je désirais Svea comme un fruit, ce dont une maîtresse ne peut être jalouse. Je tenais sa main dans mes mains, qui m'apparurent pataudes. J'aurais voulu la déshabiller, la bercer. Elle s'étendit sur le divan, je me levai, me penchai à l'endroit où commençaient ses cheveux, duvet encore. Je ne concluais pas de son silence que mes baisers lui fissent plaisir. Mais, incapable de s'indigner,
Elle ne trouvait aucune façon polie de me repousser en français. Je mordillais ses joues, m'attendant à ce qu'un jus sucré jaillisse comme des pêches. Enfin, j'embrassais sa bouche. Elle subissait mes caresses, patiente victime, fermant cette bouche et les yeux. Son seul geste de refus consistait à remuer faiblement la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Je ne me méprenais pas, mais ma bouche y trouvait l'illusion d'une réponse. Je restais auprès d'elle comme je n'avais jamais été auprès de Marthe. Cette résistance, qui n'en était pas une, flattait mon audace et ma paresse. J'étais assez naïf pour croire qu'il en irait de même ensuite et que je bénéficierais d'un viol facile. Je n'avais jamais déshabillé de femme. J'avais plutôt été déshabillée par elle. Aussi, je m'y pris maladroitement, commençant par ôter ses souliers et ses bas. Je baisais ses pieds et ses jambes. Mais quand je voulus dégrafer son corsage, Svea se débattit comme un petit diable qui ne veut pas aller se coucher et qu'on dévait de force. Elle me rouait de coups de pied. J'attrapais ses pieds au vol, je les emprisonnais, je les baisais. Enfin, la satiété arriva, comme la gourmandise s'arrête après trop de crème et de friandises. Il fallut bien que je lui apprisse ma supercherie, et que Marthe était en voyage. Je lui fis promettre, si elle rencontrait Marthe, de ne jamais lui raconter notre entrevue. Je ne lui avouai pas que j'étais son amant, mais le lui laissai entendre. Le plaisir du mystère lui fit répondre « À demain », quand, rassasié d'elle, je lui demandai par politesse si nous nous reverrions un jour. Je ne retournai pas chez Marthe, et peut-être Svea ne vint-elle pas sonner à la porte close. Je sentais combien blâmable pour la morale courante était ma conduite, car sans doute sont-ce les circonstances qui m'avaient fait paraître Svea si précieuse. Ailleurs que dans la chambre de Marthe, l'eussé-je désiré? Mais je n'avais pas de remords, et ce n'est pas en pensant à Marthe que je délaissais la petite Suédoise, mais parce que j'avais tiré d'elle tout le sucre. Quelques jours après, je reçus une lettre de Marthe. Elle en contenait une de son propriétaire, lui disant que sa maison n'était pas une maison de rendez-vous. Quel usage je faisais de la clé de son appartement, où j'avais emmené une femme? J'ai une preuve de ta traîtrise, ajoutait Marthe. Elle ne me reverrait jamais. Sans doute souffrirait-elle, mais elle préférait souffrir que d'être dupe. Je savais ces menaces anodines, et qu'il suffirait d'un mensonge, ou même au besoin de la vérité, pour les anéantir. Mais il me vexait que dans une lettre de rupture, Marthe ne me parlât pas de suicide. Je l'accusais de froideur. Je trouvais sa lettre indigne d'une explication. Car moi, dans une situation analogue, sans penser au suicide, j'aurais cru, par convenance, en devoir menacer Marthe. Trace indélébile de l'âge et du collège. Je croyais certains mensonges commandés par le code passionnel. Une besogne neuve, dans mon apprentissage de l'amour, se présentait. M'innocenter vis-à-vis de Marthe, et l'accuser d'avoir moins de confiance en moi qu'en son propriétaire. Je lui expliquai combien habile était cette manœuvre de la coterie Marin. En effet, Svea était venue la voir un jour où j'écrivais chez elle. Et si j'avais ouvert, c'est parce que, ayant aperçu la jeune fille par la fenêtre et sachant qu'on l'éloignait de Marthe, je ne voulais pas lui laisser croire que Marthe lui tenait rigueur de cette pénible séparation. Sans doute venait-elle en cachette et au prix de difficultés sans nombre. Aussi pouvais-je annoncer à Marthe que le cœur de Svea lui demeurait intact. Et je terminais en exprimant le réconfort d'avoir pu parler de Marthe chez elle avec sa plus intime compagne. Cette alerte me fit maudire l'amour qui nous force à rendre compte de nos actes, alors que j'eusse tant aimé n'en jamais rendre compte, à moi, pas plus qu'aux autres.
Il faut pourtant, me disais-je, que l'amour offre de grands avantages puisque tous les hommes remettent leur liberté entre ses mains. Je souhaitais d'être vite assez fort pour me passer d'amour et ainsi n'avoir à sacrifier aucun de mes désirs. J'ignorais que, servitude pour servitude, il vaut encore mieux être asservi par son cœur que l'esclave de ses sens. Comme l'abeille butine et enrichit la ruche de tous ses désirs qui le prennent dans la rue, un amoureux enrichit son amour. Il en fait bénéficier sa maîtresse. Je n'avais pas encore découvert cette discipline qui donne aux natures infidèles la fidélité. Qu'un homme convoite une fille et reporte cette chaleur sur la femme qu'il aime, son désir plus vif, parce que insatisfait, laissera croire à cette femme qu'elle n'a jamais été mieux aimée. On la trompe, mais la morale, selon les gens, est sauve. À de tels calculs commence le libertinage. Qu'on ne condamne donc pas trop vite certains hommes capables de tromper leur maîtresse au plus fort de leur amour. Qu'on ne les accuse pas d'être frivoles. Ils répugnent à ce subterfuge et ne songent même pas à confondre leur bonheur et leur plaisir. Marthe attendait que je me disculpasse. Elle me supplia de lui pardonner ses reproches. Je le fis, non sans façon. Elle écrivit au propriétaire, le priant ironiquement d'admettre qu'en son absence j'ouvrisse à une de ses amies. Quand Marthe revint, au dernier jour d'août, elle n'habita pas J, mais la maison de ses parents, qui prolongeait leur villégiature. Ce nouveau décor où Marthe avait toujours vécu me servit d'aphrodisiaque. La fatigue sensuelle, le désir secret du sommeil solitaire disparurent. Je ne passais aucune nuit chez mes parents. Je flambais, je me hâtais, comme les gens qui doivent mourir jeunes et qui mettent les bouchées doubles. Je voulais profiter de Marthe avant que l'abîmât sa maternité. Cette chambre de jeune fille, où elle avait refusé la présence de Jacques, était notre chambre. Au-dessus de son lit étroit, j'aimais que mes yeux la rencontrassent en première communiante. Je l'obligeais à regarder fixement une autre image d'elle, bébé, pour que notre enfant lui ressemblât. Je rôdais, ravi, dans cette maison qu'il avait vue naître et s'épanouir. Dans une chambre de débarras, je touchais son berceau, dont je voulais qu'il servît encore, et je lui faisais sortir ses brassières, ses petites culottes, reliques des grangiers. Je ne regrettais pas l'appartement du J, où les meubles n'avaient pas le charme du plus laid mobilier des familles. Il ne pouvait rien m'apprendre. Au contraire, ici, me parlaient de Marthe tous ces meubles auxquels, petite, elle avait dû se cogner la tête. Et puis, nous vivions seuls, sans conseiller municipal, sans propriétaire. Nous ne nous gênions pas plus que des sauvages, nous promenant presque nus dans le jardin, véritable île déserte. Nous nous couchions sur la pelouse, nous goûtions sous une tonnelle d'aristoloches, de chèvrefeuilles, de vignes vierges. Bouche à bouche, nous nous disputions les prunes que je ramassais, toutes blessées, tièdes de soleil. Mon père n'avait jamais pu obtenir que je m'occupasse de mon jardin, comme mes frères, mais je soignais celui de Marthe. Je ratissais, j'arrachais les mauvaises herbes. Au soir d'une journée chaude, je ressentais le même orgueil d'homme, si enivrant, à étancher la soif de la terre, des fleurs suppliantes, qu'à satisfaire le désir d'une femme. J'avais toujours trouvé la bonté un peu niaise. Je comprenais toute sa force. Les fleurs s'épanouissant grâce à mes soins, les poules dormant à l'ombre après que je leur ai jeté des graines. Que de bonté, que d'égoïsme, des fleurs mortes, des poules maigres eussent mis de la tristesse dans notre île d'amour. Eau et graines venant de moi s'adressaient plus à moi qu'aux fleurs et qu'aux poules. Dans ce renouveau du cœur, j'oubliais ou je méprisais mes récentes découvertes. Je prenais le libertinage provoqué par le contact avec cette maison de famille pour la fin du libertinage. Aussi, cette dernière semaine d'août et ce mois de septembre furent-ils ma seule époque de vrai bonheur. Je ne trichais, ni ne me blessais, ni ne blessais Marthe.
Je ne voyais plus d'obstacles. J'envisageais à 16 ans un genre de vie qu'on souhaite à l'âge mûr. Nous vivrions à la campagne, nous y resterions éternellement jeunes. Étendue contre elle sur la pelouse, caressant sa figure avec un brin d'herbe, j'expliquais lentement, posément, à Marthe, quelle serait notre vie. Marthe, depuis son retour, cherchait un appartement pour nous à Paris. Ses yeux se mouillèrent quand je lui déclarai que je désirais vivre à la campagne. « Je n'aurais jamais osé te l'offrir, » me dit-elle. « Je croirais que tu t'ennuierais, seule avec moi, que tu avais besoin de la ville. »« Comme tu me connais mal, » répondais-je. J'aurais voulu habiter près de Mandres, où nous étions allés nous promener un jour et où on cultive les roses. Depuis, quand par hasard, ayant dîné à Paris avec Marthe, nous reprenions le dernier train, j'avais respiré ces roses. Dans la cour de la gare, les manœuvres déchargent d'immenses caisses qui embaument. J'avais, toute mon enfance, entendu parler de ce mystérieux train des roses qui passe à une heure où les enfants dorment. Marthe disait « Les roses n'ont qu'une saison. Après, ne crains-tu pas de trouver Mandres laide? N'est-il pas sage de choisir un lieu moins beau, mais d'un charme plus égal ?» Je me reconnaissais bien là. L'envie de jouir pendant 2 mois des roses me faisait oublier les 10 autres mois. Et le fait de choisir Mandres m'apportait encore une preuve de la nature éphémère de notre amour. Souvent, ne dînant pas à F, sous prétexte de promenade ou d'invitation, je restais avec Marthe. Un après-midi, je trouvai auprès d'elle un jeune homme en uniforme d'aviateur. C'était son cousin. Marthe, que je ne tutoyais pas, se leva et vint m'embrasser dans le cou. Son cousin sourit de ma gêne. « Devant Paul, rien à craindre, mon chéri, » dit-elle. « Je lui ai tout raconté. » J'étais gênée, mais enchantée que Marthe eût avoué à son cousin qu'elle m'aimait. Ce garçon, charmant et superficiel, et qui ne songeait qu'à ce que son uniforme ne fût pas réglementaire, parut ravi de cet amour. Il y voyait une bonne farce faite à Jacques, qu'il méprisait, pour n'être ni aviateur, ni habitué des bars. Paul évoquait toutes les parties d'enfance dont ce jardin avait été le théâtre. Je questionnais, avide de cette conversation qui me montrait Marthe sous un jour inattendu. En même temps, je ressentais de la tristesse, car j'étais trop près de l'enfance pour en oublier les jeux inconnus des parents. Soit que les grandes personnes ne gardent aucune mémoire de ces jeux, soit qu'elles les envisagent comme un mal inévitable. J'étais jaloux du passé de Marthe. Comme nous racontions à Paul en riant la haine du propriétaire et le raout des marins, il nous proposa, mis en verve, sa garçonnière de Paris. Je remarquai que Marthe n'osa pas lui avouer que nous avions projet de vivre ensemble. On sentait qu'il encourageait notre amour en tant que divertissement, mais qu'il hurlerait avec les loups le jour d'un scandale. Marthe se levait de table et servait. Les domestiques avaient suivi madame Grangier à la campagne, car, toujours par prudence, Marthe prétendait n'aimer vivre que comme Robinson. Ses parents, croyant leur fille romanesque, et que les romanesques sont pareils aux fous qu'il ne faut pas contredire, la laissaient seule. Nous restâmes longtemps à table. Paul montait les meilleures bouteilles. Nous étions gais, d'une gaieté que nous regretterions sans doute, car Paul agissait en confident d'un adultère quelconque. Il raillait Jacques. En me taisant, je risquais de lui faire sentir son manque de tact. Je préférais me joindre au jeu plutôt qu'humilier ce cousin facile. Lorsque nous regardâmes l'heure, le dernier train pour Paris était passé. Marthe proposa un lit, Paul accepta. Je regardai Marthe d'un tel œil qu'elle ajouta « Bien entendu, mon chéri, tu restes !» J'eus illusion d'être chez moi, époux de Marthe, et de recevoir un cousin de ma femme lorsque, sur le seuil de notre chambre, Paul nous dit bonsoir, embrassant sa cousine sur les joues,
le plus naturellement du monde. À la fin de septembre, je sentis bien que quitter cette maison, c'était quitter le bonheur. Encore quelques mois de grâce et il nous faudrait choisir. Vivre dans le mensonge ou dans la vérité, pas plus à l'aise ici que là. Comme il importait que Marthe ne fût pas abandonnée de ses parents, avant la naissance de notre enfant, j'osais enfin m'enquérir si elle avait prévenu Madame Grangier de sa grossesse. Elle me dit que oui, et qu'elle avait prévenu Jacques. J'eus donc une occasion de constater qu'elle me mentait parfois, car au mois de mai, après le séjour de Jacques, elle m'avait juré qu'il ne l'avait pas approché. La nuit descendait de plus en plus tôt, et la fraîcheur des soirs empêchait nos promenades. Il nous était difficile de nous voir agis. Pour qu'un scandale n'éclatât pas, il nous fallait prendre des précautions de voleurs, guetter dans la rue l'absence des marins et du propriétaire. La tristesse de ce mois d'octobre, de ces soirées fraîches, mais pas assez froides pour permettre du feu, nous conseillait le lit dès 5 heures. Chez mes parents, se coucher le jour signifiait être malade. Ce lit de 5 heures me charmait. Je n'imaginais pas que d'autres y fussent. J'étais seule avec Marthe, couchée, arrêtée, au milieu d'un monde actif. Marthe nue, j'osais à peine la regarder. Suis-je donc monstrueux? Je ressentais des remords du plus noble emploi de l'homme. D'avoir abîmé la grâce de Marthe, de voir son ventre saillir. Je me considérais comme un vandale. Au début de notre amour, quand je la mordais, ne me disait-elle pas « Marque-moi » ? Ne l'avais-je pas marquée de la pire façon? Maintenant, Marthe ne m'était pas seulement la plus aimée, ce qui ne veut pas dire la mieux aimée des maîtresses, mais elle me tenait lieu de tout. Je ne pensais même pas à mes amis. Je les redoutais au contraire, sachant qu'ils croient nous rendre service en nous détournant de notre route. Heureusement, ils jugent nos maîtresses insupportables et indignes de nous. C'est notre seule sauvegarde. Lorsqu'il n'en va plus ainsi, elles risquent de devenir les leurs. Mon père commençait à s'effrayer, mais ayant toujours pris ma défense contre sa sœur et ma mère, il ne voulait pas avoir l'air de se rétracter, et c'est sans rien leur en dire qu'il se ralliait à elles. Avec moi, il se déclarait prêt à tout pour me séparer de Marthe. Il préviendrait ses parents, son mari. Le lendemain, il me laissait libre. Je devinais ses faiblesses, j'en profitais. J'osais répondre, je l'accablais dans le même sens que ma mère et ma tante, lui reprochant de mettre trop tard en œuvre son autorité. N'avait-il pas voulu que je connusse Marthe? Il s'accablait à son tour. Une atmosphère tragique circulait dans la maison. Quel exemple pour mes 2 frères! Mon père prévoyait déjà ne rien pouvoir leur répondre un jour, lorsqu'ils justifieraient leur indiscipline par la mienne. Jusqu'alors, il croyait à une amourette, mais de nouveau, ma mère surprit une correspondance. Elle lui porta triomphalement ses pièces de son procès. Marthe parlait de notre avenir et de notre enfant. Ma mère me considérait trop encore comme un bébé pour me devoir raisonnablement un petit-fils ou une petite-fille. Il lui paraissait impossible d'être grand-mère à son âge. Au fond, c'était pour elle la meilleure preuve que cet enfant n'était pas le mien. L'honnêteté peut rejoindre les sentiments les plus vifs. Ma mère, avec sa profonde honnêteté, ne pouvait admettre qu'une femme trompât son mari. Cet acte lui représentait un tel dévergondage qu'il ne pouvait s'agir d'amour. Que je fusse l'amant de Marthe signifiait pour ma mère qu'elle en avait d'autres. Mon père savait combien faux peut être un tel raisonnement, mais il l'utilisait pour jeter un trouble dans mon âme et diminuer Marthe. Il me laissa entendre que j'étais le seul à ne pas savoir. Je répliquais qu'on la calomniait de la sorte à cause de son amour pour moi. Mon père, qui ne voulait pas que je bénéficiasse de ces bruits, me certifia qu'il précédait notre liaison et même son mariage. Après avoir conservé à notre maison une façade digne, il perdait toute retenue. Et quand je n'étais pas rentrée depuis plusieurs jours, envoyait la femme de chambre chez Marthe avec un mot à mon adresse, m'ordonnant de rentrer d'urgence. Sinon,
Il déclarerait ma fuite à la préfecture de police et poursuivrait Madame L pour détournement de mineurs. Marthe sauvegardait les apparences, prenait un air surpris, disait à la femme de chambre qu'elle me remettrait l'enveloppe à ma première visite. Je rentrais un peu plus tard, maudissant mon âge, il m'empêchait de m'appartenir. Mon père n'ouvrait pas la bouche, ni ma mère. Je fouillais le code sans trouver les articles de loi concernant les mineurs. Avec une remarquable inconscience, je ne croyais pas que ma conduite me pût mener en maison de correction. Enfin, après avoir épuisé vainement le code, j'en revins au Grand Larousse, où je relus 10 fois l'article mineur, sans découvrir rien qui nous concernât. Le lendemain, mon père me laissait libre, encore. Pour ceux qui rechercheraient les mobiles de son étrange conduite, je les résume en 3 lignes. Il me laissait agir à ma guise. Puis il en avait honte. Il menaçait, plus furieux contre lui que contre moi. Ensuite, la honte de cette mise en colère le poussait à lâcher les brides. Madame Grangier, elle, avait été mise en éveil, à son retour de la campagne, par les insidieuses questions des voisins. Feignant de croire que j'étais un frère de Jacques, il lui apprenait notre vie commune. Comme d'autre part, Marthe ne pouvait se retenir de prononcer mon nom à propos de rien, de rapporter quelque chose que j'avais fait ou dit, sa mère ne resta pas longtemps dans le doute sur la personnalité du frère de Jacques. Elle pardonnait encore, certaine que l'enfant qu'elle croyait de Jacques mettrait un terme à l'aventure. Elle ne raconta rien à monsieur Grangier, par crainte d'un éclat, mais elle mettait cette discrétion sur le compte d'une grandeur d'âme dont il importait d'avertir Marthe pour qu'elle lui en sût gré. Afin de prouver à sa fille qu'elle savait tout, elle la harcelait sans cesse, parlait par sous-entendu, et si maladroitement que monsieur Grangier, seul avec sa femme, la priait de ménager leur pauvre petite, innocente, à qui ces continuelles suppositions finiraient par tourner la tête. À quoi madame Grangier répondait quelquefois par un simple sourire, de façon à lui laisser entendre que leur fille avait avoué. Cette attitude, et son attitude précédente, lors du premier séjour de Jacques, m'incitent à croire que madame Grangier, eût-elle désapprouvé complètement sa fille, pour l'unique satisfaction de donner tort à son mari et à son gendre, lui aurait, devant eux, donné raison. Au fond, madame Grangier admirait Marthe de tromper son mari, ce qu'elle-même n'avait jamais osé faire, soit par scrupule, soit par manque d'occasion. Sa fille la vengeait d'avoir été, croyait-elle, incomprise. Niaisement idéaliste, elle se bornait à lui en vouloir d'aimer un garçon aussi jeune que moi, et moins apte que n'importe qui à comprendre la délicatesse féminine. Les Lacombe, que Marthe visitait de moins en moins, ne pouvaient, habitant Paris, rien soupçonner. Simplement, Marthe, leur apparaissant toujours plus bizarre, leur déplaisait de plus en plus. Ils étaient inquiets de l'avenir. Ils se demandaient ce que serait ce ménage dans quelques années. Toutes les mères, par principe, ne souhaitaient rien tant pour leur fils que le mariage, mais désapprouvent la femme qu'ils choisissent. La mère de Jacques le plaignait donc d'avoir une telle femme. Quant à mademoiselle Lacombe, la principale raison de ses médisances venait de ce que Marthe détenait, seule, le secret d'une idylle poussée assez loin. L'été où elle avait connu Jacques au bord de la mer. Cette sœur prédisait le plus sombre avenir au ménage, disant que Marthe tromperait Jacques, si par hasard ce n'était pas déjà chose faite. L'acharnement de son épouse et de sa fille forçait parfois à sortir de table monsieur Lacombe, brave homme qui aimait Marthe. Alors, mère et fille échangeaient un regard significatif. Celui de madame Lacombe exprimait « Tu vois, ma petite, comment ces sortes de femmes savent ensorceler nos hommes. » Celui de mademoiselle Lacombe « C'est parce que je ne suis pas une Marthe que je ne trouve pas à me marier. » En réalité,
La malheureuse, sous prétexte qu'autre-temps autre mœurs, et que le mariage ne se concluait plus à l'ancienne mode, faisait fuir les maris en ne se montrant pas assez rebelle. Ses espoirs de mariage duraient ce que dure une saison balnéaire. Les jeunes gens promettaient de venir, sitôt à Paris, demander la main de mademoiselle Lacombe. Ils ne donnaient plus signe de vie. Le principal grief de mademoiselle Lacombe, qui allait coiffer Sainte-Catherine, était peut-être que Marthe eût trouvé si facilement un mari. Elle se consolait en se disant que seul un nigaud comme son frère avait pu se laisser prendre. Pourtant, quels que fussent les soupçons des familles, personne ne pensait que l'enfant de Marthe pût avoir un autre père que Jacques. J'en étais assez vexée. Il fut même des jours où j'accusais Marthe d'être lâche, pour n'avoir pas encore dit la vérité. Enclin à voir partout une faiblesse qui n'était qu'à moi, je pensais, puisque madame Grangier glissait sur le commencement du drame, qu'elle fermerait les yeux jusqu'au bout. L'orage approchait. Mon père menaçait d'envoyer certaines lettres à madame Grangier. Je souhaitais qu'il exécutât ses menaces, puis je réfléchissais. Madame Grangier cacherait les lettres à son mari. Du reste, l'un et l'autre avaient intérêt à ce qu'un orage n'éclatât point. Et j'étouffais. J'appelais cet orage. Ces lettres, c'est à Jacques, directement, qu'il fallait que mon père les communiquât. Le jour de colère où il me dit que cette chose faite, je lui eusse sauté au cou. Enfin, enfin, il me rendait le service d'apprendre à Jacques ce qui importait qu'il sût. Je plaignais mon père de croire mon amour si faible. Et puis, ces lettres mettraient un terme à celle où Jacques s'attendrissait sur notre enfant. Ma fièvre m'empêchait de comprendre ce que cet acte avait de fou, d'impossible. Je commençais seulement à voir juste lorsque mon père, plus calme, le lendemain, me rassura, croyait-il, m'avouant son mensonge. Il l'estimait inhumain. Certes, mais où se trouve l'humain et l'inhumain? J'épuisais ma force nerveuse en lâcheté, en audace, éreintée par les 1000 contradictions de mon âge aux prises avec une aventure d'homme. L'amour anesthésiait en moi tout ce qui n'était pas Marthe. Je ne pensais pas que mon père pût souffrir. Je jugeais de tout si faussement et si petitement que je finissais par croire la guerre déclarée entre lui et moi. Aussi, n'était-ce plus seulement par amour pour Marthe que je piétinais mes devoirs filiaux, mais parfois, oserais-je l'avouer, par esprit de représailles. Je n'accordais plus beaucoup d'attention aux lettres que mon père faisait porter chez Marthe. C'est elle qui me suppliait de rentrer plus souvent à la maison, de me montrer raisonnable. Alors je m'écriais : « Vas-tu, toi aussi, prendre parti contre moi ?» Je serrais les dents, tapais du pied. Que je me misse dans un état pareil à la pensée que j'allais être éloignée d'elle pour quelques heures. Marthe y voyait le signe de la passion. Cette certitude d'être aimée lui donnait une fermeté que je ne lui avais jamais vue. Sûre que je penserais à elle, elle insistait pour que je rentrasse. Je m'aperçus vite d'où venait son courage. Je commençai à changer de tactique. Je feignais de me rendre à ses raisons. Alors, tout à coup, elle avait une autre figure. À me voir si sage ou si léger, la peur la prenait que je ne l'aimasse moins. À son tour, elle me suppliait de rester, tant elle avait besoin d'être rassurée. Pourtant, une fois, rien ne réussit. Depuis déjà 3 jours, je n'avais mis les pieds chez mes parents, et j'affirmais à Marthe mon intention de passer encore une nuit avec elle. Elle essaya tout pour me détourner de cette décision. Caresses, menaces. Elle sut même feindre à son tour. Elle finit par déclarer que si je ne rentrais pas chez mes parents, elle coucherait chez les siens. Je répondis que mon père ne lui tiendrait aucun compte de ce beau geste. Eh bien, il n'irait pas chez sa mère. Elle irait au bord de la Marne. Elle prendrait froid puis mourrait. Elle serait enfin délivrée de moi. Aie au moins pitié de notre enfant, disait Marthe. Ne compromets pas son existence à plaisir. Elle m'accusait de m'amuser de son amour, d'en vouloir connaître les limites.
En face d'une telle insistance, je lui répétais les propos de mon père. Elle me trompait, avec n'importe qui. Je ne serais pas dupe. Une seule raison, lui dis-je, t'empêche de céder. Tu reçois ce soir un de tes amants. Que répondre à d'aussi folles injustices? Elle se détourna. Je lui reprochais de ne point bondir sous l'outrage. Enfin, je travaillais si bien qu'elle consentit à passer la nuit avec moi, à condition que ce ne fût pas chez elle. Elle ne voulait pour rien au monde que ses propriétaires puissent dire le lendemain aux messagers de mes parents qu'elle était là. Où dormir? Nous étions des enfants debout sur une chaise, fiers de dépasser d'une tête les grandes personnes. Les circonstances nous hissaient, mais nous restions incapables. Et si, du fait même de notre inexpérience, certaines choses compliquées nous paraissaient toutes simples, des choses très simples, par contre, devenaient des obstacles. Nous n'avions jamais osé nous servir de la garçonnière de Paul. Je ne pensais pas qu'il fût possible d'expliquer à la concierge, en lui glissant une pièce, que nous viendrions, quelquefois. Il nous fallait donc coucher à l'hôtel. Je n'y étais jamais allée. Je tremblais à la perspective d'en franchir le seuil. L'enfance cherche des prétextes. Toujours appelée à se justifier devant les parents, il est fatal qu'elle mente. Vis-à-vis même d'un garçon d'hôtel borgne, je pensais devoir me justifier. C'est pourquoi, prétextant qu'il nous faudrait du linge et quelques objets de toilette, je forçai Marthe à faire une valise. Nous demanderions 2 chambres. On nous croirait frères et sœurs. Jamais je n'oserais demander une seule chambre. Mon âge, l'âge où on se fait expulser des casinos, m'exposant à des mortifications. Le voyage, à 11 heures du soir, fut interminable. Il y avait 2 personnes dans notre wagon. Une femme reconduisait son mari, capitaine, à la gare de l'Est. Le wagon n'était ni chauffé, ni éclairé. Marthe appuyait sa tête contre la vitre humide. Elle subissait le caprice d'un jeune garçon cruel. J'étais assez honteux, et je souffrais, pensant combien Jacques, toujours si tendre avec elle, méritait mieux que moi d'être aimé. Je ne pus m'empêcher de me justifier, à voix basse. Elle secoua la tête. « J'aime mieux, murmura-t-elle, être malheureuse avec toi qu'heureuse avec lui. » Voilà de ces mots d'amour qui ne veulent rien dire et que l'on a honte de rapporter, mais qui, prononcés par la bouche aimée, vous enivrent. Je crus même comprendre la phrase de Marthe. Pourtant, que signifiait-elle au juste? Peut-on être heureux avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Et je me demande encore, si l'amour vous donne le droit d'arracher une femme à une destinée, peut-être médiocre, mais pleine de quiétude. J'aime mieux être malheureuse avec toi. Ces mots contenaient-ils un reproche inconscient? Sans doute, Marthe, parce qu'elle m'aimait, connut-elle avec moi des heures dont, avec Jacques, elle n'avait pas idée. Mais ces moments heureux me donnaient-ils le droit d'être cruelle? Nous descendîmes à la Bastille. Le froid, que je supporte, parce que je l'imagine la chose la plus propre du monde, était, dans ce hall de la gare, plus sale que la chaleur dans un port de mer, et sans la gaieté qui compense. Marthe se plaignait de crampes, elle s'accrochait à mon bras. Couple lamentable, oubliant sa beauté, sa jeunesse, honteux de soi comme un couple de mendiants. Je croyais la grossesse de Marthe ridicule, et je marchais les yeux baissés. J'étais bien loin de l'orgueil paternel. Nous errions sous la pluie glaciale entre la Bastille et la gare de Lyon. À chaque hôtel, pour ne pas entrer, j'inventais une mauvaise excuse. Je disais à Marthe que je cherchais un hôtel convenable, un hôtel de voyageurs. Rien que de voyageurs. Place de la gare de Lyon, il devint difficile de me dérober. Marthe m'enjoignit d'interrompre ce supplice. Tandis qu'elle attendait dehors, j'entrai dans un vestibule, espérant je ne sais trop quoi. Le garçon me demanda si je désirais une chambre. Il était facile de répondre « oui ». Ce fut trop facile. Et cherchant une excuse comme un rat d'hôtel pris sur le fait, je lui demandai « Madame Lacombe,
Je la lui demandai, rougissant, et craignant qu'il me répondît « Vous moquez-vous, jeune homme? Elle est dans la rue. » Il consulta des registres. Je devais me tromper d'adresse. Je sortis, expliquant à Marthe qu'il n'y avait plus de place et que nous n'en trouverions pas dans le quartier. Je respirais. Je me hâtais comme un voleur qui s'échappe. Tout à l'heure, mon idée fixe de fuir ces hôtels où je menais Marthe de force m'empêchait de penser à elle. Maintenant, je la regardais. La pauvre petite. Je retins mes larmes et quand elle me demanda où nous chercherions un lit, je la suppliai de ne pas en vouloir à un malade et de retourner sagement, elle à J, moi chez mes parents. Malade. Sagement. Elle fit un sourire machinal en entendant ces mots déplacés. Ma honte dramatisa le retour. Quand, après les cruautés de ce genre, Marthe avait le malheur de me dire « Tout de même, comme tu as été méchant », je m'emportais, la trouvais sans générosité. Si au contraire elle se taisait, avait l'air d'oublier, la peur me prenait qu'elle agît ainsi, parce qu'elle me considérait comme un malade, un dément. Alors je n'avais de cesse que je ne lui eusse fait dire qu'elle n'oubliait point, et que, si elle me pardonnait, il ne fallait pas cependant que je profitasse de sa clémence. Qu'un jour, lasse de mes mauvais traitements, sa fatigue l'emporterait sur notre amour, et qu'elle me laisserait seule. Quand je la forçais à me parler avec cette énergie, et bien que je ne crusse pas à ses menaces, j'éprouvais une douleur délicieuse, comparable, en plus fort, à l'émoi que me donnent les montagnes russes. Alors, je me précipitai sur Marthe, l'embrassai plus passionnément que jamais. « Répète-moi que tu me quitteras, lui disais-je, haletant, et la serrant dans mes bras, jusqu'à la casser. » Soumise, comme ne peut même pas l'être une esclave, mais seul un médium, elle répétait pour me plaire des phrases auxquelles elle ne comprenait rien. Cette nuit des hôtels fut décisive, ce dont je me rendis mal compte après tant d'autres extravagances. Mais si je croyais que toute une vie peut boiter de la sorte, Marthe, elle, dans le coin du wagon de retour, épuisée, atterrée, claquant des dents, comprit tout. Peut-être même vit-elle qu'au bout de cette course d'une année, dans une voiture, follement conduite, il ne pouvait y avoir d'autre issue que la mort. Le lendemain, je trouvai Marthe au lit, comme d'habitude. Je voulus l'y rejoindre. Elle me repoussa, tendrement. « Je ne me sens pas bien, disait-elle. Va-t'en, ne reste pas près de moi, tu prendrais mon rhume. » Elle toussait, avait la fièvre. Elle me dit en souriant, pour n'avoir pas l'air de formuler un reproche, que c'était la veille qu'elle avait dû prendre froid. Malgré son affolement, elle m'empêcha d'aller chercher le docteur. « Ce n'est rien, disait-elle. Je n'ai besoin que de rester au chaud. » En réalité, elle ne voulait pas, en m'envoyant, moi, chez le docteur, se compromettre aux yeux de ce vieil ami de sa famille. J'avais un tel besoin d'être rassurée que le refus de Marthe m'ôta mes inquiétudes. Elles ressuscitèrent, et plus fortes que tout à l'heure, quand, lorsque je partis pour dîner chez mes parents, Marthe me demanda si je pouvais faire un détour et déposer une lettre chez le docteur. Le lendemain, en arrivant à la maison de Marthe, je croisai celui-ci dans l'escalier. Je n'osais pas l'interroger et le regardais anxieusement. Son air calme me fit du bien. Ce n'était qu'une attitude professionnelle. J'entrai chez Marthe. Où était-elle ? La chambre était vide. Marthe pleurait, la tête cachée sous les couvertures. Le médecin la condamnait à garder la chambre, jusqu'à la délivrance. De plus, son état exigeait des soins. Il fallait qu'elle demeurât chez ses parents. On nous séparait. Le malheur ne s'admet point. Seul le bonheur semble dû. En admettant cette séparation sans révolte, je ne montrais pas de courage. Simplement, je ne comprenais point. J'écoutais, stupide, l'arrêt du médecin, comme un condamné sa sentence. S'il ne pâlit point, quel courage, dit-on.
Pas du tout. C'est plutôt manque d'imagination. Lorsqu'on le réveille pour l'exécution, alors il entend la sentence. De même, je ne compris que nous n'allions plus nous voir, que lorsqu'on vint annoncer à Marthe la voiture envoyée par le docteur. Il avait promis de n'avertir personne, Marthe exigeant d'arriver chez sa mère à l'improviste. Je fis arrêter à quelque distance de la maison des Grangiers. La troisième fois que le cocher se retourna, nous descendîmes. Cet homme croyait surprendre notre troisième baiser. Il surprenait le même. Je quittai Marthe sans prendre les moindres dispositions pour correspondre, presque sans lui dire au revoir, comme une personne qu'on doit rejoindre 1 heure après. Déjà, les voisines curieuses se montraient aux fenêtres. Ma mère remarqua que j'avais les yeux rouges. Mes sœurs rirent parce que je laissais 2 fois de suite retomber ma cuillère à soupe. Le plancher chavirait. Je n'avais pas le pied marin pour la souffrance. Du reste, je ne crois pouvoir comparer mieux qu'au mal de mer ces vertiges du cœur et de l'âme. La vie sans Marthe, c'était une longue traversée. Arriverai-je ? Comme, au premier symptôme du mal de mer, on se moque d'atteindre le port et on souhaite mourir sur place, je me préoccupais peu d'avenir. Au bout de quelques jours, le mal, moins tenace, me laissa le temps de penser à la terre ferme. Les parents de Marthe n'avaient plus à deviner grand-chose. Ils ne se contentaient pas d'escamoter mes lettres, ils les brûlaient devant elle, dans la cheminée de sa chambre. Les siennes étaient écrites au crayon, à peine lisibles. Son frère les mettait à la poste. Je n'avais plus à essuyer des scènes de famille. Je reprenais les bonnes conversations avec mon père le soir, devant le feu. En 1 an, j'étais devenue un étranger pour mes sœurs. Elles se réapprivoisaient, se réhabituaient à moi. Je prenais la plus petite sur mes genoux et, profitant de la pénombre, la serrais avec une telle violence qu'elle se débattait, mi-riante, mi-pleurante. Je pensais à mon enfant, mais j'étais triste. Il me semblait impossible d'avoir pour lui une tendresse plus forte. Étais-je mûre pour qu'un bébé me fût autre chose que frère ou sœur ? Mon père me conseillait des distractions. Ces conseils-là sont engendrés par le calme. Qu'avais-je à faire ? Sauf ce que je ne ferais plus. Au bruit de la sonnette, au passage d'une voiture, je tressaillais. Je guettais dans ma prison les moindres signes de délivrance. À force de guetter des bruits qui pouvaient annoncer quelque chose, mes oreilles un jour entendirent des cloches. C'étaient celles de l'armistice. Pour moi, l'armistice signifiait le retour de Jacques. Déjà, je le voyais au chevet de Marthe, sans qu'il me fût possible d'agir. J'étais perdue. Mon père revint à Paris. Il voulait que j'y retournasse avec lui. On ne manque pas une fête pareille. Je n'osais refuser, je craignais de paraître un monstre. Puis, somme toute, dans ma frénésie de malheur, il ne me déplaisait pas d'aller voir la joie des autres. Avouerai-je qu'elle ne m'inspira pas grande envie. Je me sentais seule capable d'éprouver les sentiments qu'on prête à la foule. Je cherchais le patriotisme. Mon injustice, peut-être, ne me montrait que l'allégresse d'un congé inattendu. Les cafés ouverts plus tard, le droit pour les militaires d'embrasser les midinettes. Ce spectacle, dont j'avais pensé qu'il m'affligerait, qu'il me rendrait jaloux, ou même qu'il me distrairait par la contagion d'un sentiment sublime, m'ennuya comme une sainte Catherine. Depuis quelques jours, aucune lettre ne me parvenait. Un des rares après-midi où il tomba de la neige, mes frères me remirent un message du petit Grangier. C'était une lettre glaciale de madame Grangier. Elle me priait de venir au plus vite. Que pouvait-elle me vouloir ? La chance d'être en contact, même indirect, avec Marthe, étouffa mes inquiétudes. J'imaginais madame Grangier m'interdisant de revoir sa fille, de correspondre avec elle, et moi l'écoutant tête basse comme un mauvais élève. Incapable d'éclater, de me mettre en colère, aucun geste ne manifesterait ma haine. Je saluerais avec politesse,
et la porte se refermerait pour toujours. Alors je trouverais les réponses, les arguments de mauvaise foi, les mots cinglants qui eussent pu laisser à madame Grangier, de l'amant de sa fille, une image moins piteuse que celle d'un collégien pris en faute. Je prévoyais la scène, seconde par seconde. Lorsque je pénétrai dans le petit salon, il me sembla revivre ma première visite. Cette visite signifiait alors que je ne reverrais peut-être plus Marthe. Madame Grangier entra. Je souffris pour elle de sa petite taille, car elle s'efforçait d'être hautaine. Elle s'excusa de m'avoir dérangée pour rien. Elle prétendit qu'elle m'avait envoyé ce message pour obtenir un renseignement trop compliqué à demander par écrit, mais qu'entre-temps, elle avait eu ce renseignement. Cet absurde mystère me tourmenta plus que n'importe quelle catastrophe. Près de la Marne, je rencontrai le petit Grangier, appuyé contre une grille. Il avait reçu une boule de neige en pleine figure. Il pleurnichait. Je le cajolais, je l'interrogeais sur Marthe. Sa sœur m'appelait, me dit-il. Leur mère ne voulait rien entendre. Mais leur père avait dit « Marthe est au plus mal. J'exige qu'on obéisse. » Je compris en une seconde la conduite si bourgeoise, si étrange de madame Grangier. Elle m'avait appelé, par respect pour son époux et la volonté d'une mourante. Mais l'alerte passée, Marthe saine et sauve, on reprenait la consigne. J'eusse dû me réjouir. Je regrettais que la crise n'eût pas duré le temps de me laisser voir la malade. 2 jours après, Marthe m'écrivit. Elle ne faisait aucune allusion à ma visite. Sans doute la lui avait-on escamotée. Marthe parlait de notre avenir, sur un ton spécial, serein, céleste, qui me troublait un peu. Serait-il vrai que l'amour est la forme la plus violente de l'égoïsme, car, cherchant une raison à mon trouble, je me dis que j'étais jaloux de notre enfant, dont Marthe aujourd'hui m'entretenait plus que de moi-même. Nous l'attendions pour mars. Un vendredi de janvier, mes frères, tout essoufflés, nous annoncèrent que le petit Grangier avait un neveu. Je ne compris pas leur air de triomphe, ni pourquoi ils avaient tant couru. Ils ne se doutaient certes pas de ce que la nouvelle pouvait avoir d'extraordinaire à mes yeux, mais un oncle était pour mes frères une personne d'âge. Que le petit Grangier fût oncle tenait donc du prodige, et ils étaient accourus pour nous faire partager leur émerveillement. C'est l'objet que nous avons constamment sous les yeux, que nous reconnaissons avec le plus de difficulté, si on le change un peu de place. Dans le neveu du petit Grangier, je ne reconnus pas tout de suite l'enfant de Marthe, mon enfant. L'affolement que dans un lieu public produit un court-circuit, j'en fus le théâtre. Tout à coup, il faisait noir en moi. Dans cette nuit, mes sentiments se bousculaient. Je me cherchais. Je cherchais à tâtons des dates, des précisions. Je comptais sur mes doigts comme je l'avais vu faire quelquefois à Marthe, sans alors la soupçonner de trahison. Cet exercice ne servait d'ailleurs à rien. Je ne savais plus compter. Qu'était-ce que cet enfant que nous attendions pour mars et qui naissait en janvier? Toutes les explications que je cherchais à cette anormalité, c'est ma jalousie qui les fournissait. Tout de suite, ma certitude fut faite. Cet enfant était celui de Jacques. N'était-il pas venu en permission 9 mois auparavant? Ainsi, depuis ce temps, Marthe me mentait. D'ailleurs, ne m'avait-elle pas déjà menti au sujet de cette permission? Ne m'avait-elle pas d'abord juré s'être pendant ces 15 jours maudits refusé à Jacques, pour m'avouer longtemps après qu'il l'avait plusieurs fois possédé? Je n'avais jamais pensé, bien profondément, que cet enfant pût être celui de Jacques. Et si, au début de la grossesse de Marthe, j'avais pu souhaiter lâchement qu'il en fût ainsi, il me fallait bien avouer, aujourd'hui, que je croyais être en face de l'irréparable, que, berné pendant des mois par la certitude de ma paternité, j'aimais cet enfant qui n'était pas le mien. Pourquoi fallait-il que je ne me sentisse le cœur d'un père qu'au moment où j'apprenais que je ne l'étais pas? On le voit,
Je me trouvais dans un désordre incroyable, et comme jetée à l'eau, en pleine nuit, sans savoir nager. Je ne comprenais plus rien. Une chose surtout que je ne comprenais pas, c'était l'audace de Marthe d'avoir donné mon nom à ce fils légitime. À certains moments, j'y voyais un défi jeté au sort qui n'avait pas voulu que cet enfant fût le mien. À d'autres moments, je n'y voulais plus voir qu'un manque de tact, une de ces fautes de goût qui m'avaient plusieurs fois choquée chez Marthe et qui n'était que son excès d'amour. J'avais commencé une lettre d'injure. Je croyais la lui devoir, par dignité. Mais les mots ne venaient pas, car mon esprit était ailleurs, dans des régions plus nobles. Je déchirai la lettre, j'en écrivis une autre où je laissai parler mon cœur. Je demandai pardon à Marthe. Pardon de quoi? Sans doute que ce fils fût celui de Jacques. Je la suppliais de m'aimer quand même. L'homme, très jeune, est un animal rebelle à la douleur. Déjà, j'arrangeais autrement ma chance. J'acceptais presque cet enfant de l'autre. Mais avant même que j'eusse fini ma lettre, j'en reçus une de Marthe, débordant de joie. Ce fils était le nôtre. Né 2 mois avant terme, il fallait le mettre en couveuse. « J'ai failli mourir », disait-elle. Cette phrase m'amusa comme un enfantillage, car je n'avais place que pour la joie. J'eusse voulu faire part de cette naissance au monde entier, dire à mes frères qu'eux aussi étaient oncles. Avec joie, je me méprisais. Comment avoir pu douter de Marthe? Ces remords, mêlés à mon bonheur, me la faisaient aimer plus fort que jamais, mon fils aussi. Dans mon incohérence, je bénissais la méprise. Somme toute, j'étais content d'avoir fait connaissance, pour quelques instants, avec la douleur. Du moins je le croyais. Mais rien ne ressemble moins aux choses elles-mêmes que ce qui en est tout près. Un homme qui a failli mourir croit connaître la mort. Le jour où elle se présente enfin à lui, il ne la reconnaît pas. « Ce n'est pas elle, » dit-il, en mourant. Dans sa lettre, Marthe me disait encore « Il te ressemble ?» J'avais vu des nouveau-nés, mes frères et mes sœurs, et je savais que seul l'amour d'une femme peut leur découvrir la ressemblance qu'elle souhaite. « Il a mes yeux, » ajoutait-elle. Et seul aussi son désir de nous voir réunis en un seul être pouvait lui faire reconnaître ses yeux. Chez les Grangier, aucun doute ne subsistait plus. Ils maudissaient Marthe, mais s'en faisaient les complices, afin que le scandale ne rejaillît pas sur la famille. Le médecin, autre complice de l'ordre, cachant que cette naissance était prématurée, se chargerait d'expliquer au mari, par quelques fables, la nécessité d'une couveuse. Les jours suivants, je trouvai naturel le silence de Marthe. Jacques devait être auprès d'elle. Aucune permission ne m'avait si peu atteint que celle-ci, accordée au malheureux pour la naissance de son fils. Dans un dernier sursaut de puérilité, je souriais même à la pensée que ces jours de congé, il me les devait. Notre maison respirait le calme. Les vrais pressentiments se forment à des profondeurs que mon esprit ne visite pas. Aussi, parfois, nous font-ils accomplir des actes que nous interprétons tout de travers. Je me croyais plus tendre, à cause de mon bonheur, et je me félicitais de savoir Marthe dans une maison que mes souvenirs heureux transformaient en fétiche. Un homme désordonné qui va mourir, et ne s'en doute pas, met soudain de l'ordre autour de lui. Sa vie change. Il classe des papiers, il se lève tôt, il se couche de bonne heure, il renonce à ses vices. Son entourage se félicite. Aussi, sa mort brutale semble-t-elle d'autant plus injuste. Il allait vivre heureux. De même, le calme nouveau de mon existence était ma toilette du condamné. Je me croyais meilleur fils parce que j'en avais un. Or, ma tendresse me rapprochait de mon père, de ma mère, parce que quelque chose savait en moi que j'aurais, sous peu, besoin de la leur. Un jour, à midi, mes frères revinrent de l'école en nous criant que Marthe était morte. La foudre qui tombe sur un homme est si prompte qu'il ne souffre pas.
Mais c'est pour celui qui l'accompagne un triste spectacle. Tandis que je ne ressentais rien, le visage de mon père se décomposait. Il poussa mes frères. « Sortez !» bégaya-t-il. « Vous êtes fous. Vous êtes fous !» Moi, j'avais la sensation de durcir, de refroidir, de me pétrifier. Ensuite, comme une seconde déroule aux yeux d'un mourant tous les souvenirs d'une existence, la certitude me dévoila mon amour, avec tout ce qu'il y avait de monstrueux. Parce que mon père pleurait, je sanglotais. Alors, ma mère me prit en main. Les yeux secs, elle me soigna froidement, tendrement, comme s'il se fût agi d'une scarlatine. Ma syncope expliqua le silence de la maison, les premiers jours, à mes frères. Les autres jours, ils ne comprirent plus. On ne leur avait jamais interdit les jeux bruyants. Ils se taisaient. Mais à midi, leurs pas sur les dalles du vestibule me faisaient perdre connaissance, comme s'ils eussent dû chaque fois m'annoncer la mort de Marthe. Marthe! Ma jalousie la suivant jusque dans la tombe, je souhaitais qu'il n'y eût rien après la mort. Ainsi, est-il insupportable que la personne que nous aimons se trouve en nombreuse compagnie dans une fête où nous ne sommes pas. Mon cœur était à l'âge où l'on ne pense pas encore à l'avenir. Oui, c'est bien le néant que je désirais pour Marthe, plus qu'un monde nouveau, où la rejoindre un jour. La seule fois que j'aperçus Jacques, ce fut quelques mois après. Sachant que mon père possédait des aquarelles de Marthe, il désirait les connaître. Nous sommes toujours avides de surprendre ce qui touche aux êtres que nous aimons. Je voulus voir l'homme auquel Marthe avait accordé sa main. Retenant mon souffle et marchant sur la pointe des pieds, je me dirigeai vers la porte entr'ouverte. J'arrivai juste pour entendre. Ma femme est morte en l'appelant. Pauvre petit, n'est-ce pas ma seule raison de vivre ? En voyant ce veuf si digne et dominant son désespoir, je compris que l'ordre, à la longue, se met de lui-même autour des choses. Ne venais-je pas d'apprendre que Marthe était morte en m'appelant, et que mon fils aurait une existence raisonnable. Fin du Diable au corps de Raymond Radiguet. Bienvenue dans ce dernier vlog lecture sur le Diable au corps de Raymond Radiguet, qui, je crois, nous aura pris 4 semaines, si je ne me trompe pas. Donc ce dernier segment audio était plus long parce que je ne voyais pas trop l'intérêt de le couper en deux et de faire des choses qui étaient plus courtes. J'espère que c'était à peu près digeste à écouter par contre. Je me doutais que ça allait virer mal. Je crois que j'avais regardé un résumé spoilant, et j'avais compris en fait que c'était Jacques qui mourait à la guerre, et j'avais pensé en fait, j'avais compris, c'est ce que j'ai retenu, et j'avais pensé que le couple ne tenait pas.
Mais du coup, bah, quelque part en fait, la mort de Marthe vient régler le scandale. J'ai eu du mal à être en empathie avec le narrateur parce que je le trouve quand même sacrément con. Il est hyper manipulateur envers Marthe, il ment à tout le monde, mais c'est la situation qui fait ça aussi. Je le trouve pas forcément immature, au contraire, je trouve qu'il est plutôt très très mature. Enfin, au contraire, je trouve qu'il est plutôt très mature, qu'il est même très intelligent. Peut-être plus, enfin, plus que son âge. En fait, il me donne un petit peu l'impression euh, d'un jeune qui est précoce sur le plan intellectuel, ce qui fait que il y a un décalage en fait entre le côté intellectuel où il est avancé et le côté émotionnel où il reste dans l'adolescence, voire même un petit peu avant, parce que il s'est quand même revendiqué homme, adulte, tout en n'étant pas en capacité d'assumer le fait d'être un homme, le fait d'être l'amant d'une femme mariée, le fait de devoir aller dans un hôtel avec elle, le fait... Puis la situation, vous avez vu quand ça a commencé un petit peu à lui échapper, que je crois que c'était son père ou sa mère qui disait qu'ils allaient porter plainte contre Marthe pour détournement de mineurs. Euh, Ça l'a quand même fait bien cogiter aussi sur le qu'est-ce qu'un mineur, qu'est-ce que sont les lois qui concernaient les mineurs à l'époque. Le livre, je trouve qu'il est bien écrit. Je trouve que le personnage, j'ai du mal à m'y attacher parce que, comme je vous l'ai dit, je le trouve con. Ce qui fait que je suis quand même un peu triste pour Marthe parce que elle a dû le subir. Et je dis pas que tout est de sa faute au narrateur, à François. Donc François, c'est le nom euh, par lequel il a été nommé dans le film. Je crois que c'était un film de François Truffaut d'ailleurs. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Mais j'ai du mal à m'y attacher parce que je le trouve froid et calculateur en fait. Et en fait, il est passionné, j'ai l'impression quand ça l'arrange. Et ouais, il y a... Je l'aime pas. Le narrateur, je l'aime pas. Je suis juste désolée pour Marthe. Je suis désolée pour Jacques aussi, qui n'a rien demandé. Je suis désolée pour ce pauvre gamin qui est né et qui se retrouve au final élevé par quelqu'un d'autre qui n'est pas son parent biologique, mais qui est son parent officiel. C'est un secret de famille qui va se trimballer toute sa vie si c'est quelque chose qui ne lui est pas dévoilé. Il n'aura sans doute jamais accès à ses origines et quelque part ce pauvre petit gamin prématuré de 2 mois il y a un siècle, ça sent pas très bon pour sa santé parce que là on sauvait peut-être pas des gamins qui faisaient 2 kilos à l'époque, je sais pas. C'était assez, du peu que j'en connais dans mon entourage, même des enfants qui étaient nés pendant la guerre 39-45, qui restaient bien au chaud près de la cheminée, qui étaient préma, ça craignait du boudin quoi. Et je trouve que c'est très bien écrit. Je pense qu'il y a des très jolies citations à en retenir. Je pense que Raymond Radiguet, c'était vraiment quelqu'un de talentueux et quelqu'un de prometteur. Quelque chose... Je vois pas le côté génial que j'ai pu reconnaître dans Arthur Rimbaud, qui a une carrière littéraire courte, qui a eu une autre carrière par la suite, plus sulfureuse, il me semble bien, en Afrique. Donc Raymond Radiguet, il a juste sorti 2 livres. Quelque part, ça me donne quand même envie de découvrir ce deuxième livre. Je regarde un petit peu ce qu'il a fait d'autre. Je sais pas si je l'ai le deuxième bouquin. Alors Raymond Radiguet, il est mort en 1923. Il a écrit sinon Le Conte du bal d'Orgel. Les 2 livres ont été publiés alors qu'il abordait la vingtaine. Oh mais quel pot de glu ce petit chat. Est-ce que vous voulez que je vous présente Lily? Lily qui est à côté de moi. Allez, je vous présente Lily. Regardez, c'est Lily.
Vous avez vu comme elle est belle, ma Lily? Non, on va pas sur le... Est-ce qu'elle a fait des bêtises? Non, c'est bien, Lily, elle n'a pas fait des bêtises. Donc, c'est une petite peau de glu, elle. Hein. Ah, il est mort à 20 ans. Pauvre gosse, il avait 20 ans et 6 mois. Bref, Raymond Radiguet, Le bal du comte d'Orgel, publié en 1924 par Bernard Grasset à titre posthume. Triangle amoureux entre un jeune aristocrate et un couple à la mode. L'intrigue s'inspire de la déception de l'auteur avec la peintre Valentine Hugo, de la même famille d'eux. Ah, elle a épousé le peintre Jean Hugo, arrière-petit-fils de l'écrivain Victor Hugo. Ok. Donc le conte du bal d'Orgel, triangle amoureux entre un jeune aristocrate et un couple à la mode. L'intrigue s'inspire de la déception de l'auteur avec la peintre Valentine Hugo. La figure du comte est inspirée par son ami, le comte Étienne de Beaumont, qui donnait des ballets et des fêtes somptueuses connues de tout Paris. Le décès de Raymond Radiguet, c'est à la suite d'une baignade, peut-être donc a priori dans le bassin d'Arcachon. Il meurt emporté par une fièvre typhoïde mal diagnostiquée par le médecin de Cocteau. Mais il s'est baigné en décembre, mais il faut être con. Bref, ouais, bien écrit. Très belle phrase. On sent qu'il y a le côté très intellectuel de l'auteur. On sent qu'il a bien réfléchi à ce qu'il faisait. Je pense que le côté très centré autour du narrateur, qui traite dans du moi-je quand même, ça m'a un peu gonflé en fait quelque part, parce que c'est vrai que les trucs très introspectifs, ça me saoule au bout d'un moment. Et là, on est quand même sur quelque chose de très introspectif, sur un personnage auquel j'ai du mal à m'attacher. Donc tout de suite, ça fait deux freins. Mais c'est une lecture que j'ai apprécié de faire. Et parce que je pense que ça vaut le coup, hein, tout simplement. Et donc c'est un roman qui a fait scandale, il me semble bien, quand il est sorti. Le diable au corps. Premier livre d'un romancier de 17 ans. Donc c'était publié chez Grasset aussi, Bernard Grasset, en 1923. Devant une telle publicité qu'elle juge de mauvais goût, la critique est surprise, voire moqueuse et hostile. Mais après la publication, Radiguet reçoit de chaleureuses félicitations d'écrivains tels que Max Jacob, René Benjamin, Henri Massy et Paul Valéry. Le jeune écrivain écrit dans les Nouvelles littéraires le jour même de la publication de ce roman, le 10 mars 1923, un article dans lequel il affirme que son roman, qui puise pourtant dans sa vie, est une fausse biographie. Donc est-ce que c'est de l'autofiction ? Ce petit roman d'amour n'est pas une confession. On y voit la liberté, le désœuvrement dû à la guerre, façonner un jeune homme et tuer une jeune femme. Le roman exigeant un relief qui se trouve rarement dans la vie, il est naturel que ce soit justement une fausse biographie qui semble la plus vraie. Le livre, écrit dans un style très simple, dépouillé de tout effet, est un grand succès de librairie et plus de 100 000 exemplaires sont vendus en 3 mois. Donc j'ai bien l'impression que, ouais, que c'est un sacré... un sacré succès à l'époque, parce qu'à l'époque, je pense pas que tout le monde déjà... Enfin, je pense que tout le monde ne lisait pas, tant que ça. Je pense que j'ai de nouveau changé d'idée. Je vais m'attaquer très certainement au Haut de Hurlevent d'Émilie Brontë, c'est un livre qui est sorti à peu près à la même époque que les bouquins de Jane Austen. Les sœurs Brontë n'aimaient pas trop Jane Austen d'ailleurs, que je pense qu'elles devaient trouver, il me semble, un peu trop conventionnel, ce qui n'est pas complètement faux, mais il y a l'ironie austenienne aussi. Et bref, pourquoi les Hauts de Hurlevent ? Parce que je pense que ça va tout à fait avec une lecture du mois de novembre-décembre. Et c'est aussi parce que c'est une lecture commune qu'il va y avoir sur un serveur Discord que je fréquente. Et en fait, souvent, les lectures communes, soit je suis pas dans le mood de lire le bouquin, ou je l'ai déjà lu, ou je suis en train de lire autre chose et je suis à la bourre, enfin bref. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, les lectures communes, donc j'aimerais bien y participer, même si j'aurai mon propre rythme.
Et c'est un livre que j'ai entendu via... Je vais vous filer le lien parce que ça va être carrément mieux que moi. Je vous remettrai le lien en barre d'information d'un livre audio professionnel qui a des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, qui a gagné des prix et a raison parce que l'interprétation est absolument magistrale. C'est une seule voix, une seule narratrice et c'est absolument génial. Je déconseille la lecture ou l'écoute des Hauts de Hurlevent à des personnes qui vont pas forcément très bien parce qu'on est un peu dans la grande tragédie. Hein. Je déconseille aussi à des personnes qui peuvent être aux prises avec des relations amoureuses complexes ou d'emprise parce qu'on va être là-dedans. Et on va être dans... Il y a quand même un personnage qui est profondément négatif, mais il a de bonnes raisons de l'être. Enfin, il a de bonnes raisons d'être devenu l'immonde connard qu'il va être. Et il aurait pu certes devenir autre chose, hein. Mais c'est un livre qui brasse pas mal quand même. Et il y a des chances que ce soit des larmes et des pleurs. Donc je vous l'avoue. Donc ça, je pense qu'après, derrière, je mettrai un truc de bien plus joyeux. Je vais m'arrêter là parce que là, j'ai blablate depuis un moment. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien du beau temps ou de votre cheminée. Mangez plein de chocolat et peut-être à mercredi prochain si j'ai encore une voix. Je vous mettrai sinon dans l'onglet communauté de la chaîne si je suis complètement aphone, je lirai. Je lirai pour moi et je préparerai des futures vidéos. On fera comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si cette lecture vous a plu, Les Diables au corps, si les hauts de Hurlevent, vous avez envie de le découvrir avec moi. Et sinon, à tout bientôt, rêvez tout grand et lisez tout plein. Salut!